Messieurs, dames, il y a une chose, voilà, rebonsoir à tous ceux qui sont dans le chat sur Twitch, parce qu'on est sur Twitch, là on prend un maximum de plaisir, et après l'épisode qu'on a vu, on en prend, mais alors pour notre grade, du plaisir, ça je vous le dis. Non, non, je vous le dis. Bonsoir aussi à tous ceux, ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, comme dirait mon Samir de chez Micro Ciné. Bonjour selon l'heure à laquelle vous regardez sur YouTube. C'est bien. Je suis content, moi, de voir John Berntal, retour du Punisher, etc. C'est cool. Pourquoi Disney Plus, dans votre putain d'onglet d'accueil, vous mettez en grand John Berntal face à Matthew Murdock? Merci pour la surprise. Super, bravo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'allumes Disney+, tu te dis, putain, j'ai hâte de voir l'épisode, j'espère qu'à un moment donné, comment te dire, on va pas me spoiler. Voilà, et bim, grand écran, bam, John Berntal. Yes sir, bravo, alors, super Disney+. Petit coup de gueule pour commencer, parce que la miniature te montre le retour du Punisher comme si on était là. Puis alors deux, t'as pas que la grande miniature Disney+, où t'ouvres l'accueil, bim, t'as la grosse truc. C'est qu'ensuite tu vas sur l'onglet de la série télé, t'as tous les épisodes et t'as la tête du Punisher à la fin de l'épisode suivant. C'est je veux dire, à un moment donné, voilà. Donc bon, autant vous dire que je fais un peu la gueule, Disney. Voilà, je vous le dis. Une raison par contre qui me pousse à pas faire la gueule, bah c'est évidemment, putain, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Le retour de mon Frank Castle, de mon John Berntal. Il y a plein de trucs à dire, évidemment. Bonsoir à toutes et à tous dans cet épisode. Ça me fait bander. Vraiment, Je vous le dis, ça me fait bander. beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Le premier étant évidemment le retour de Frank Castle. Et avant de parler de ça, Dieu sait que on était nombreux, messieurs, dames, nombreux à se poser la question. Daredevil a des reshoots. Daredevil doit être totalement réécrit. Les personnages reviennent au fur et à mesure, d'accord, mais on sait pas où ça va mener. Ça se passe 7 ans après la saison 3. Est-ce que c'est une bonne idée de faire revenir Daredevil? Le MCU, tout se casse la gueule, les films sont de moins en moins bons. Qu'est-ce que ça va venir foutre là-dedans? On était en droit de se poser beaucoup de questions sur le retour de Daredevil. Après 4 épisodes, c'est-à-dire quasiment la moitié de la saison 1, mea culpa. Ce que vous faites actuellement avec Daredevil, certes, vous aviez des bases très intéressantes avec Netflix, mais ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est très costaud. C'est du très grand MCU. C'est même beaucoup trop bien pour être du MCU, si on va être tout à fait honnête. Mais c'est même très bien en règle générale. Cet épisode ne déroge pas à la règle. Pour ceux qui se posaient la question et ceux qui se disaient, est-ce qu'on va retrouver l'âme de la série? Est-ce que ça va être comme avant? Est-ce qu'on va pas se perdre? Hormis quelques effets de mise en scène, ou encore une fois, de temps en temps, je pense que d'un point de vue de réalisation, il pourrait faire encore mieux, et d'un point de vue photographique, ou pareil, quelquefois, je pense qu'il pourrait faire encore plus intéressant, et il pourrait oser encore plus. Sur le fond, pour l'instant, j'ai rien à dire. Et on en parlera évidemment, et on parlera de cette séquence-là dès le départ, parce qu'on va parler de ça tout de suite. Il y a beaucoup de choses à parler dans cet épisode, mais on va évidemment parler de cette confrontation-là dès le début. Effectivement, en termes de dialogue et d'intensité entre personnages, non seulement c'est dans la continuité parfaite de la séquence du toit entre John Berntal et Charlie Cox dans la saison 2 de Daredevil, grande saison qui opposait Castle à Daredevil, mais c'est aussi, en termes de dialogue, très costaud pour du Marvel. C'est très fort. Cet épisode était très fort. Plusieurs choses évidemment à vous dire avant, des petites informations. John Berntal est revenu. John Berntal a dit récemment, au détour de plusieurs interviews, qu'à la base, il voulait pas reprendre son rôle. Voilà. Il voulait pas reprendre son rôle. Pourquoi? Parce que la première mouture de Marvel était dégueulasse. Disons-le clairement. Voilà. C'était dit avec d'autres mots, mais c'était à peu près l'idée. Globalement, Berntal, en fait, a eu connaissance du scénario du premier scénario de Marvel, avant les réécritures, etc. Ça a emmené Frank Castle dans une toute autre direction qui ne l'intéressait pas du tout. Il avait même dit, je pense que les fans ne comprendront pas, qu'ils vont pas beaucoup aimer, donc il avait dit non pour reprendre le rôle de Frank Castle. Merci Marvel d'avoir écouté vos acteurs. Merci d'avoir écouté aussi les personnes en fait qui regardent la série, les spectateurs, les amateurs de Daredevil. Et merci d'avoir respecté Netflix. C'est aussi grâce à ça qu'ils sont revenus en arrière et qu'ils ont fait des reshoots, des réécritures pour en arriver à cette réflexion
beaucoup plus accurate vis-à-vis du Punisher, de la vision de Berntal, de la vision de Netflix, donc c'est déjà très bien pour finalement, hein, je veux dire, c'est un bon point de la part de Marvel de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour tout reprendre. Deuxième point, John Berntal, vous le savez, va avoir droit à son special sur le Punisher. Ce sera un épisode ou un court-métrage ou un moyen-métrage spécial sur lui. Marvel lui a demandé une audience. Ils lui ont demandé de lui expliquer un petit peu ce qu'il voulait, quelles étaient les grandes lignes. John Berntal est à l'écriture et au concept total du Punisher et j'en ai, comme le ferait The Rock ou maintenant CM Punk, et CM Punk le fait mieux que lui, j'en ai des frissons rien que de le dire. Voilà. John Berntal est à l'écriture complète et est aux idées complètes de ce qu'on aura sur le special derrière le Punisher. Il va ensuite commencer à écrire un petit peu la narration avec d'autres gars, etc. Mais c'est John Berntal qui décide de tout. John Berntal est allé voir les studios, il leur a expliqué le concept. Tenez-vous bien, Marvel lui donne les commandes de tout. Et Marvel donne les commandes de tout à Berntal. Sur les choix, etc. Lui, il veut revenir à quelque chose de très émouvant, de très dur, de très psychologique, de très violent. Ce qu'on avait dans Daredevil et dans le Punisher. Je ne peux pas dire plus amen qu'à ça. Donc je suis très 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 content. C'est une très bonne chose, encore une fois, une bonne décision de la part de Marvel. Et alors, voilà, lui, il veut ce côté viscéral d'Aftoni, c'est ça. Il veut revenir à ce côté viscéral. Donc ils ont une extrême confiance, à mon avis, en Castle, en Berntal, etc. Donc c'est pour moi une très bonne chose. Et voilà pour les petites news que j'avais à vous donner. Ça fait plaisir de revoir justement Marvel et puis Daredevil à ce niveau. Si vous avez regardé l'épisode ou si vous comptez re-regarder l'épisode, je vous conseille aussi de regarder en VF et en VO. VF parce que Jérôme Powell, c'est exceptionnel quand il revient. C'est comme s'il n'était jamais parti, hein, avec Berntal, c'est magnifique. En revanche, en VO, alors là, c'est la traduction. Je trouve qu'ils ont été en VF un peu feignants sur la traduction, puisque vous verrez qu'en VO, par exemple, le Punisher cite directement Bullseye. Quand il parle de Poindexter dans son monologue avec Matt Murdock. En VO, c'est cité Bullseye. Ça en dit long, et c'est ça que je trouve intéressant en fait dans cet épisode, ça en dit long sur le fait que, très probablement, si le Punisher appelle le tireur, donc Bullseye, ça veut dire qu'ils ont un passif en commun, qu'ils ont déjà dû s'affronter lors des 7 ans qui se sont déroulés. Donc du coup, moi j'ai regardé ça, ça m'a pas choqué Thibaut en VF. Par contre, en VO, ça m'a beaucoup plus marqué. En VO, il dit bien Bullseye, il l'appelle Red, souvent Red, donc c'est l'homme rouge. Et là, par exemple, en VF, quand il retrouve Matt Murdock, il l'appelle pas l'homme rouge. Il l'appelle pas du tout, je crois d'ailleurs. Alors que beaucoup de fins de phrases en VO sont terminées par Red, parce que c'est comme ça qu'il l'appelait dans Daredevil. Donc c'est des petites, voilà. C'est des petites choses que je tenais à vous dire sur la VO, là, qui étaient, je pense, importantes dans cet épisode. When I Was a Boy, aussi, une des phrases qui est très importante de Vincent D'Onofrio, le caïd, et qui disait beaucoup dans la série Daredevil, qui redit d'ailleurs dans cet épisode-là. Donc, c'est vrai que réentendre ce surnom-là, c'est hyper intéressant. Et ça vous donne des petites configurations. C'est ça que j'ai bien aimé aussi dans cet épisode. Je sais pas si certains parmi vous l'ont ressenti comme ça, mais t'as l'impression qu'en fait, pour vous donner un ordre d'idée, ça a été confirmé, hein, entre Daredevil saison 3 et Daredevil Born Again, il y a 7 ans. Il s'est déroulé 7 ans. Les 7 ans ont réellement existé. T'as l'impression qu'ils se sont revus, je trouve. T'as l'impression qu'ils se sont déjà revus, qu'il y a eu quand même une sorte de constante entre le Punisher et Daredevil qui rend en fait leur conversation tout de suite hyper fluide. Et je trouve que c'est bien d'avoir réagi à ça comme si finalement il s'était pas, entre guillemets, laissé depuis la saison 2, mais qu'on sent qu'il y avait eu un passif depuis derrière. J'ai trouvé que c'était bien amené. Le fait que, justement, le Punisher cite Bullseye, ça veut dire qu'à mon avis, lui, on peut imaginer qu'il a eu un passif avec le tireur à un moment donné, potentiellement même qu'il l'a loupé, puisque sinon, le tireur serait mort et enterré depuis longtemps, hein, s'il a affronté le Punisher. Donc on peut imaginer qu'il y a eu des histoires entre eux. Et moi, je trouve que c'est hyper pertinent la manière dont ils ont géré ça. Et effectivement, puisqu'on commence évidemment cette analyse et cette review par ce dialogue, obligé d'applaudir évidemment et de donner toute la bénédiction du monde à cet épisode pour la qualité du dialogue exceptionnel qu'il y a entre les deux. C'est extrêmement émouvant. Ça emmène notamment via le personnage de Foggy Murdock dans ses derniers retranchements.
c'est d'une violence dans les propos assez énorme. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le pourquoi Murdoch va voir le Punisher. Parce que finalement, on s'en doutait, celui qui a tué Hector, c'est pas le Punisher. Quand il retrouve la douille, il y a le logo dessus. Vous croyez vraiment que Matt Murdock va voir le Punisher en pensant que c'est Frank Castle qui a tué ce gars-là? Bien sûr que non. Pourquoi, et ça c'est mon interprétation, pourquoi Murdock va voir Castle? Parce que Castle, c'est le seul qui va être capable de lui dire toutes les choses que Murdoch ne veut pas entendre, mais qui sont la vérité. Notamment sur la disparition de Foggy, etc. Toutes ces choses-là. 2, c'est le seul qui peut refaire sortir le démon qui est en lui. Preuve en est que vers la fin, il retrouve un peu ses costumes, etc. et qu'il reprend du poil de la bête. C'est le seul qui est capable de lui faire comprendre les choses. Et 3, c'est sa voix de la culpabilité. Castle, là, c'est la voix de la culpabilité de Murdoch. Murdoch se sent coupable de tout un tas de choses. Castle, c'est pareil. La discussion qu'ils ont, qui est superbe, où il dit tu l'entends, Foggy? Quand tu t'endors le soir ou quand tu es tout seul, tu l'entends. Je te comprends. Et c'est d'ailleurs un des seuls personnages qui est capable de vraiment comprendre ce que ressent Murdoch. Quand Castle lui dit bah, tu vois, moi, mon fils, je continue de l'entendre tout le temps. Et moi, c'est ça que je trouve excellent. C'est ça que je trouve excellent. C'est-à-dire qu'on a vu la saison 1 du Punisher. On a vu la saison 2 du Punisher. On a vu tout ce qui s'est passé. On sait que tout ça c'est accurate et que ça a été comptabilisé. On sait qu'il a eu une sorte de fille un petit peu adoptive dans la saison 2 qui lui a permis de reprendre un peu de poil de la bête. On sait que ça a été très dur pour lui de réussir à passer outre ça. Et Daredevil Born Again te fait comprendre que même en 7 ans, il a jamais passé le truc. Et c'est ça qu'on adore, c'est des personnages torturés comme ça. Tu peux avoir tout le passif que tu veux et même essayer de t'en sortir, finalement ça te hante toute ta vie. Comme Foggy va hanter Murdoch toute sa vie, de la même manière que la femme et les gosses de Castle le hanteront toute sa vie. Et moi je trouve ça génial en fait qu'ils aient écrit ça comme ça. C'est deux faces d'un même personnage. Quand il disait You're one bad day away from being me, c'était dans la saison 2. T'es à une seule mauvaise journée de finir comme moi. Cette phrase-là fait écho dans la tête. Enfin, je sais pas si vous l'avez eu, mais moi, quand j'ai regardé cette séquence, cette phrase-là de la saison 2 de Daredevil, je l'ai eu dans la tronche tout le temps. Parce que c'est tellement bien écrit. Et en fait, cette discussion-là fait tellement écho à leur discussion sur le toit dans la saison 2 que t'as cette phrase-là dans la tronche tout le temps. C'est trop bien. C'est excellent. C'est excellent. Puis alors, la mise en scène, le côté ultra prenant de la conversation, c'est assez viscéral. Il y a des choses que j'aurais jamais pensé voir. Murdoch qui met une patate au Punisher, le premier truc qu'il fait ensuite, c'est lui dire « je suis désolé ». Vous imaginez l'état mental de Matt Murdoch alors qu'il est? De carrément s'excuser de lui avoir mis une baigne en mode « non, mais il est en train de lutter intérieurement, là ». Il lutte pour essayer de rester quelqu'un de bien qui veut plus faire partie de cette ligue de justiciers, etc., sans mauvais jeu de mots, qui veut plus, mais il le sait que ça revient. Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Et il le joue extrêmement bien. Les deux, c'est comme s'ils s'étaient jamais laissés. Enfin, et Frank a raison de lui dire. Mais parce que Castle, il le sait très bien, de toute façon, qu'il fait ça pour le réveiller. Et quand il lui dit, mais putain, pourquoi tu t'excuses? Enfin, tu fais preuve d'honnêteté. Pourquoi tu t'excuses de me taper dessus? T'as raison. Je suis en train de parler de ton meilleur pote qui est mort. Je suis en train de te faire comprendre que c'est potentiellement un peu ta faute et tu t'excuses. On dirait Fred quand il est au basket. Il est encore là, Fred, ou pas? Basketteur 17. Non, il est plus là, c'est dommage. On dirait Fred quand il est au basket et qu'il fait de la merde. Je lui dis, putain, mais espèce de gros abruti. Et qu'il me dit, ouais, t'as raison, pardon. Mais non! Fred, si tu me regardes et que tu regardes la rediff, fous-moi une putain de châtaigne. Je suis ton Frank Castle, bordel. Il lui dit tout ce qu'il veut pas entendre. Il lui fait entendre raison sur des choses qui sont dures. Et il fait ressortir le truc. Alors, par contre, moi, je me suis tapé... En vrai, je me suis tapé une barre. Preach, si tu peux me faire le montage, ce serait incroyable. À la fin de la série, la séquence où il voit tous ces masques
où il commence à refaire un petit peu ses exercices sur le toit, machin, et que finalement la vengeance va prendre le pas, parce qu'on parle aussi de vengeance, etc. J'ai eu la musique Bring Me to Life de Evanescence dans la tronche du film Daredevil. Genre, j'entendais la chanteuse Oh, can you see? Tiens, je voyais trop le truc avec lui qui s'entraîne en même temps. Franchement, je me suis tapé une grosse barre. J'étais là, genre, tu mets la musique d'Evanescence sur lui qui est en train de redevenir le démon de Hell's Kitchen et tout. J'étais là, c'est trop drôle. Parce que, en vrai, la séquence dans Daredevil où les deux, ils s'entraînent en même temps et tout, Daredevil et Elektra, dans le film. Où ils sont en train de s'habiller, tu vois tous leurs engins, machin. Mais franchement, dans ma tête, j'avais la musique de Evanescence. Tu retires les passages Preach avec... En fait, Preach, tu gardes la fin de la séquence avec le Punisher. Les premières notes de Bring Me to Life, tu les mets au moment où on voit le Punisher qui regarde dans le vide. Et ensuite, tu reprends que les séquences avec Murdoch, tu retires Fisk. Et là, tu mets le montage avec la musique d'Evanescence. Je te jure que c'est exactement le même bail. Moi, ça m'a trop fait penser à ça. Hein. Ça m'a trop fait penser à... J'ai regardé ça, j'ai fait, bah évidemment. 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 Mais non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, moi, j'ai adoré. Je me suis dit, voilà, ça, c'est exactement ce qu'on veut dans Daredevil. T'as toute la fougue de la série qui revient. Berntal qui est possédé par le rôle. Et c'est là qu'on voit qu'il est content de revenir, l'acteur. Et qu'il a beaucoup, à mon avis, œuvré pour le personnage. Parce que là, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Pour être raccord, en fait, avec l'idéologie qu'on faisait des deux protagonistes. Voilà. On le dit d'ailleurs. Et ça, j'avais raison dès le départ, hein, mais on le dit, hein, la bande de fanatiques. Les... comment dire les tatouages, les trucs, etc. Voilà, c'est dithyrambique au possible, mon Soul. C'est... voilà, mais toi, je te sens que t'es maître terrassier, Soul, non? Par une petite journée ensoleillée, mon Soul First. Là, tu serais pas maître terrassier avec un énorme... tu vois ce que je veux dire? Tu serais pas un peu un adepte des soirées torrides, voire même porn? Mon Soul, maître pâtissier, maître pâtissueur. Mais non, oui, c'est excellent. Et donc, du coup, moi, c'est ce que j'aime beaucoup là-dedans. C'est oui, effectivement, les mecs, la flicaille, là, c'est des flics ripoux qui sont des fanatiques du Punisher. Lui, on sent qu'il n'y prête pas attention du tout, etc. Et qu'il est à l'encontre de ça. Ce qui m'étonne, peut-être qu'on en saura plus tard, ou peut-être qu'on en saura plus dans le special sur le Punisher. Je serais curieux de savoir ce que le Punisher a fait pendant 7 ans. Parce que finalement, là, le mystère reste encore à peu près entier sur est-il encore en activité? Autant qu'avant. On peut se poser la question, le Punisher actuellement est-il encore en activité? On peut supposer que oui, puisque Fisk le cite dans le premier épisode comme un justicier. Mais est-ce qu'il est encore en activité, justement, après avoir vu ses fanatiques? Il est retranché, est-ce que maintenant son objectif, c'est pas de les tuer, les flics fanatiques? Ou est-ce qu'il est en exil, ou voilà, il a l'air un peu retranché? On sait pas exactement hein, ce qu'il en est maintenant du Punisher. Par rapport à son inaction avec ses fanatiques, j'ai peur que Frank ne revienne pas, étant donné qu'il s'en fout des flics. Ah si, il va revenir. Ah bah non, mais ils ont pas fait revenir le Punisher juste pour une séquence comme ça. Si, bah de toute façon, il y avait des photos qui avaient leak où on le voyait en tenue du Punisher avec Daredevil. Donc si, bien sûr qu'il va revenir pour l'aider. La réponse, ça va être sur quelle modalité? Enfin, la question, je veux dire. La question, c'est sur quelle modalité? Est-ce que moi, je rêve d'une scène où c'est des frères. Les frères qui sont à l'origine de la bande originale de Daredevil Born Again, j'aimerais une scène où on revoit le Punisher arriver, mais avec une sorte de dégradé ou une sorte de réinterprétation du thème du Punisher de Netflix. Ça, j'adorerais. Ça, je serais fan. Mais il reviendra. Est-ce qu'il reviendra dans le double épisode ou dans le final ou autre? On ne sait pas. Une information importante. Un personnage super-héros du MCU est normalement, si on en suit les rumeurs, officiellement dans la saison 1. Ce qui veut dire que dans la saison 1 de Daredevil, on devrait voir a priori un personnage des films du MCU. Certains pensent à Bucky, parce qu'il faudrait des personnages un peu terre-à-terre. Certains pensent à Hawkeye, puisqu'il a eu sa série, ça pourrait être le cas aussi. Personnellement, je pense à Peter Parker tout de suite, mais
Mais à voir si ce sera dans la saison 1 ou la saison 2. Parce que si dans la saison 2, on a déjà les Defenders, tout ça, bon, ça va faire du monde quand même, surtout s'il y a un épisode de moins. Mais, euh, mais en tout cas, a priori, ça devrait être le cas. À voir ce qu'on va faire hein, donc du Punisher. Mais moi, j'ai adoré cette scène. Je trouve l'intensité exceptionnelle, les dialogues d'une profondeur et d'une richesse qui sont quand même très très bonnes. Euh, Il y a quand même le daron de Miss Marvel dans les trailers. Oui, mais ça, moi, il parle de super-héros, enfin vraiment d'un personnage important, quoi. Donc, et qui serait issu des films, donc pas forcément issu des séries, qui serait issu des films. Tu vas pas parler de la musique qui est incroyable. La musique de la séquence, oui, oui, la musique est superbe. Bah après, je veux dire, si, enfin, j'en parle, je mets ça dans la catégorie intensité, mise en scène, créativité. Je trouve que c'est très très fort. C'est très très fort. Mais l'ensemble de la séquence est vraiment impressionnante. C'est un retour aux sources. Cette série ne cesse que d'être un retour aux sources. Et c'est vrai qu'honnêtement, on va être honnête, Daredevil Born Again, c'est Daredevil saison 4. C'est Daredevil saison 4. On a toute l'âme de la saison 4. Donc moi j'aime bien, à voir ce qu'ils vont en faire. Je sais pas si le Punisher a déjà été officialisé pour la saison 2 de Daredevil. Je pense pas. C'est typiquement le genre de personnage qui ne nécessite pas forcément d'être dans la saison 2 s'il a son special, mais il reviendra évidemment. C'est la question que je vous pose dans le chat. Le retour du Punisher pourrait être dû à quoi? Pour lutter contre qui? Parce que ce qui est intéressant pour l'instant, c'est que Daredevil Born Again, on se demande un peu contre qui on lutte. On lutte contre le système, contre l'injustice. On voit que Fisk, pour l'instant, fait rien de principalement négatif dans ce qui concerne ses attributions pour la ville de New York. Mais vu la fin de l'épisode, on sent que Fisk va redevenir un antagoniste évident et qu'il l'a toujours plus ou moins été. Fisk, Muse, vu l'épisode aussi dans lequel on le voit là, on sent que c'est pas un gars de première chasteté. Maintenant, là pour l'instant, on n'a toujours pas Poindexter pourrait potentiellement revenir. Et dans quelle configuration on va vraiment aller lutter et on va vraiment aller chercher le Punisher. C'est pas tant que ça contre qui lutte Daredevil. Contre qui lutte Daredevil, je comprends bien. Mais contre qui lutte Frank Castle pour être capable de remettre son armure et d'aller aider Daredevil? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Genre une espèce d'Avengers anti-vigilante, des Thunderbolts. Par exemple. Une ligue d'anti-justiciers pour tuer les derniers qui restent. Il revient sûrement pour faire ce fou du bus de Joe Russo. Attends quoi? Il revient sûrement pour faire taire ce fou du bus de Joe Russo et de ses envies d'IA. J'ai pas compris la phrase Infinite. Enfin, j'ai pas compris le contexte. Le fanboy de Fisk, il est intéressant. Je connaissais pas l'acteur. Oui. Comment il s'appelle déjà lui? Daniel. Daniel, très, très bien le personnage. Bah, de toute façon, ça nous emmène au point d'après. Quand même. Excellent ce qu'ils font sur le Fisk. Fisk, jusqu'aux dernières minutes, on était en droit de se poser la question est-ce que finalement, toutes ces années d'exil, etc., n'en aurait pas fait quelqu'un d'honnête qui veut vraiment le meilleur pour New York? Ce qu'on a eu dans cet épisode, c'est exactement ce qu'est Fisk depuis le début de Daredevil et ce qui fait le génie de son personnage dans les précédentes saisons. Ça, mon père m'en a parlé parce que lui, il se refait Daredevil les premières saisons en ce moment. Il me l'a dit, il me dit, mais Fisk, la dualité qu'il a, à la fois terrifiant, horrible, mais aussi torturé, romantique, passionné, passionnant. C'est vrai que c'est tout ça, hein, le personnage de Fisk. Hein. C'est ce qui en fait un personnage exceptionnel. Puis joué par D'Onofrio, qui est fabuleux. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on le voit dans toutes ses tonalités. On le voit avec Adam, Adam au fin fond d'un espèce de caveau. Enfin, c'est même pas un caveau. On a l'impression qu'il est dans les égouts ou quoi que ce soit. On le voit, Fisk, qu'il le fait crever de faim, qu'il l'emprisonne parce qu'il a trompé Vanessa. Enfin, parce que Vanessa l'a trompé avec lui. On s'en doutait de toute façon que ça paraissait trop simple qu'il soit allé lui parler simplement comme ça. Moi, je pensais qu'il l'avait buté et que les traces sur ses mains qu'on voit dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus, bon, c'était les marques en fait j'ai retrouvé ton Toy Boy, là, je lui ai explosé la tronche. Finalement, ça va encore plus loin que ça, c'est de la torture pure et dure, la scène est très très forte.
Partie de ça, on a un Fisk qui est profondément détestable et flippant, dérangeant, mais qui aussi garde cette nuance de personnage extrêmement justement nuancé, parce que on sent qu'il est relativement honnête dans l'idée qu'il a de vouloir faire de New York une meilleure ville. Et ce que j'ai trouvé très 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 intéressant, c'est la capacité de Daredevil depuis le début de la... Parce que ça le fait encore plus que Daredevil Netflix. C'est nous montrer l'envers de New York. Je le dis souvent, mais c'est le cas avec le journal de Bibi Yurik, etc. Et là, en fait, on se rend compte que Fisk, il est maire de New York. Et on ressent un personnage qui est devenu maire de New York pour lutter contre les justiciers, qui pensait que être maire, ça allait être exactement comme gérer le business, que ça allait être facile. Bonjour, je m'appelle Wilson Fisk, ancien caïd, je claque des doigts, tout va être arrivé. Et au final, on le retrouve à être là face au petit chanteur du peuple qui lui chante une chanson où c'est interminable, mais interminable, et où t'es à la place de Fisk. Hein. Tu te dis, putain, mais quand est-ce qu'ils vont fermer leur gueule? Mais c'est hyper bien mis en scène parce que tu te rends compte, là, qu'il est là, genre, mais j'en ai rien à foutre. Faut que j'aille voir les laitons, là, mais qu'est-ce que j'en ai à branler, moi, du peuple laiton du Queens. Et la nana lui dit, non, 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 mais ça se passe pas comme ça. Tu dois faire les choses dans l'ordre. T'es maire maintenant, t'es plus le caïd. Donc t'y vas, parce qu'à un moment donné, We Build This City, avec les gamins, t'étais obligé, ça fait partie de tes attributions. Aller voir les laitons, qui sont quand même un de tes fonds de vote, etc., et qui ont voté pour toi massivement dans le Queens, eh ben, c'est obligatoire de faire ça aussi. Tu dois respecter, quand tu veux refaire totalement Red Hook, eh ben, tu dois respecter comment ça se passe. Et en fait, elle cite petit à petit toutes les étapes ultra chiantes qu'il y a avant de faire ça. Lui qui n'a aucune idée de comment on est maire d'une ville, qui pense qu'en claquant des doigts, tout va se faire correctement, et qui là se rend compte de la réalité des choses. Et je trouve que c'est très bien mis en scène, parce que ça montre notamment la nuance du personnage, toujours aussi violent, viscéralement dangereux, etc. Mais toujours aussi amoureux, parce qu'avec Vanessa, tu te rends compte que ça fonctionne plus, et que lui, il en souffre énormément. Et puis aussi la nuance d'un maire qui se disait, je suis plus le caïd, maintenant c'est fini, les gens, ils ont plus peur de moi. Et en plus, je dois me faire chier à respecter de la paperasse et des trucs comme ça. C'est une redéfinition qui est excellente. On pouvait se dire au début, quand on va regarder Daredevil, ouais, bon, voilà, on va regarder une série où Fisk, il est au sommet, ça va être ultra dangereux. Ceci, cela, il va régner sur la ville. Bah non, ils nous prennent à contre-pied. Et c'est ça qui est brillant. Ils nous prennent à contre-pied. Ils vont carrément dire aux spectateurs, bah non, tu vois, regarde, on va t'emmener Fisk, mais vers autre chose. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien. Et justement, c'est ce que dit Cassie, c'est à partir du moment où il va vriller, vraiment, et où Fisk va redevenir le caïd et qui va prendre le contrôle total de la ville, qu'il aura la main mise sur la ville et que ça va être catastrophique pour les gens autour, etc. Et qui va être sans foi ni loi et qu'il n'en aura plus rien à foutre des codes et des conventions, bon courage pour les justiciers. Il va faire un massacre. Parce que tu sens déjà qu'il commence un peu à... bon. Mais là, la chasse de Fisk contre les justiciers concerne aussi les Avengers. Non, ça reste dans la localité new-yorkaise. Ça reste dans la localité new-yorkaise. Il veut protéger New York. Je pense que si tu mets Captain America au Japon, comme les événements de Brave New World, c'est pas sa ville, il en a rien à foutre. S'il pouvait buter tous les justiciers, il le ferait, mais il sait qu'il n'a pas l'échelle. Moi, par contre, je vois une similitude. Je vais essayer de voir. Je vous donne un indice, hein, mais je vois une similitude entre Wilson Fisk et un autre personnage. Quel autre personnage, je parle pas forcément de Marvel, est un homme riche, sans super pouvoir, à la hauteur non seulement d'une immense entreprise et d'une compagnie, etc., mais aussi d'une ville, parce qu'on peut qualifier que la ville quasiment lui appartient, qui voue une haine énorme contre un justicier et qui pourrait potentiellement, tu vois, aller chercher d'autres, exactement, Lex Luthor. De la manière dont Daredevil Born Again utilise le personnage de Wilson Fisk, plus le temps passe, plus je vois du Lex Luthor. Et je me demande si Fisk, à un moment donné, ne pourrait pas avoir, dans la continuité de Daredevil ou dans la continuité de
de ce qu'il y aura après Born Again ou les Avengers, etc., je me demande si Fisk pourrait pas devenir une sorte de Lex Luthor où même les grandes choses peuvent, ou les grands justiciers, ou voilà, peuvent rentrer dans la fenêtre de tir de Fisk. Parce que Wilson Fisk, de la manière dont on le voit là, me rappelle beaucoup Lex Luthor. Beaucoup. Lex Luthor qui est président dans beaucoup d'arcs, exactement. Lex Luthor président, lui maire de New York. Lex Luthor qui peut pas blairer Superman. Je pense que Lex Luthor, les justiciers, c'est pas son truc. Wilson Fisk, pareil. Mais d'un autre côté, s'associer avec des antagonistes pour tuer les justiciers. Moi, je vous avoue que de mon côté, si du côté des séries télé, on avait des arcs qui étaient des arcs anti-justiciers, ou à la limite, Wilson Fisk pourrait créer un groupe d'anti-justiciers, de mercenaires pour les tuer, et qu'on aurait une sorte de Defenders, Avengers, rassemblement de justiciers pour lutter contre eux, ça me plairait beaucoup. Du moment que ça reste à New York et dans le côté un peu terre-à-terre, quand même des choses. Un peu à la Defenders. Moi, ça me plairait bien. Et on parle de fils qui engueule tout le monde suite au propel à cause de Daniel. Moi, j'aime bien aussi la manière dont il processe derrière. On voit que Fisk, c'est un mec qui a pas plusieurs personnalités, mais qui est toujours en dilettante. Fisk, c'est un mec, il est capable de t'engueuler où t'as l'impression vraiment que tu vas y rester, mais dans la foulée, il sait ce que c'est que la loyauté et il sait que beaucoup de gens lui ont été déloyaux. Qui est la personne la plus déloyale actuellement aux yeux de Wilson Fisk? Je vous pose la question. Répondez à cette question, vous comprendrez pourquoi Daniel, il le laisse en vie. Parce que ce que lui offre Daniel, exactement Maxou, c'est tout ce que lui offre plus Vanessa. Et c'est hyper bien foutu de faire ça dans le même épisode. Tu te retrouves avec la psy, Vanessa, Fisk, etc., et qui sont en train un petit peu de discuter, et il voit qu'elle est plus du tout loyale envers lui, et que son mariage lui échappe. Question brillante de la psy, est-ce qu'on est là pour reformer votre couple, ou est-ce qu'on est là pour le détruire? Dites-moi, parce que je suis un peu perdu, là. Et ben, il laisse une dernière chance à Daniel, il le menace, évidemment, mais il lui laisse une dernière chance, parce qu'il voit en Daniel toute la loyauté qu'il a pu ailleurs. Et moi, je trouve ça pareil, je trouve qu'en termes d'écriture, c'est très fort. C'est très fort et c'est très intéressant. Daniel, c'est le fils de Tony Soprano. Ouais, qui boit un petit peu trop de shots, mais... Bibi Yurik Bibi Yurik, Maline aussi, hein. On en parle, hein, mais Bibi Yurik, elle est loin d'être con, hein. Ça aussi, j'aime bien. Et encore une fois, on a les petits insiders Bibi Yurik, etc., où on voit un peu la ville de New York. D'un point de vue de mise en scène, je trouve ça intéressant aussi, d'ailleurs, que de temps en temps, on a des plans de transition de plusieurs plans où on va voir un peu la ville de New York sous tous ses angles. Moi, j'aime bien aussi, ça te rapproche de la réalité. Et c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça brillant. De la même manière que j'aime bien voir Matt Murdock. Comment dire, j'aime beaucoup voir Matt Murdock s'occuper de cas un peu désespérés, comme simplement un mec qui est au fond du trou et qui a volé des pop-corn pour pouvoir vivre tout simplement, et qui a malheureusement été obligé de voler parce que il a plus rien. En fait, c'est voilà. J'aime bien le fait qu'on remette un petit peu le côté très séducteur de Matt Murdock aussi, parce qu'il est quand même très séducteur avec la nana qui soudoie un peu pour que la peine soit réduite à 10 jours. On pourrait imaginer qu'il y a un petit passif entre les deux, ce serait pas étonnant. Mais il arrive toujours à ce qu'il veut, donc moi j'aime bien parce que c'est typiquement dans le rôle du personnage, mais non seulement charismatique, etc., vraiment très très fort. Et le montage, Preach, il est plus rapide que tout. Alors envoie-le dans le groupe Preach. Envoie-le dans le groupe direct, hein, je regarderai ça, hein, mais ça va être incroyable. Mais, euh, mais du coup, voilà, moi je vois ça, je vois Matt Murdock, je comprends qu'on ait encore des affaires pas pro bono, mais presque, où t'es là en mode, bon, tu sais pas exactement pourquoi on lui donne un mec, voilà, dont le délit est le plus minimal qui existe, hein, du vol de popcorn, tu te dis que Matt Murdock mérite un peu mieux. Mais moi j'aime bien, et ça rappelle encore ce côté terre-à-terre de New York, parce que finalement... Quel est vraiment l'intérêt de ce genre de choses? À part ramener Murdoch les pieds sur terre, rappeler aux spectateurs que New York, voilà, c'est aussi ça, que les avocats se plaident aussi ce genre de cause-là, et qu'il y a des gens qui ont tout perdu à New York, et qui aujourd'hui sont obligés de voler des pop-corn pour pouvoir s'alimenter, survivre, et que c'est triste, et que ça ramène tout à son seuil le plus simple. Et ça, comment dire, ça en dit long sur
l'état d'esprit aussi de Murdoch, ça joue beaucoup sur sa personnalité. Ah, c'est vrai qu'on pourrait ça. Preach, la vidéo, est-ce que tu peux me l'envoyer par mail? Tu dois avoir mon mail, Preach. Parce qu'à la limite, on pourrait se la regarder en live, la vidéo avec Bring Me to Life à la fin. Si tu peux me l'envoyer par mail, Preach, t'as pas... Attends, je te l'envoie. Il est où, Preachounet? Je te l'envoie, je te l'envoie. Tac, comme ça, tu me l'envoies par mail. Et puis, je pourrais la remettre directement sur mon PC. Voilà, c'est bon, c'est fait, Preach. J'attends qu'un citoyen parle de Spider-Man dans les interviews de Bibi Yorick que fait notre bon vieux justicier. Ouais, c'est vrai qu'après tu peux. Mais bon, comme c'est mis à hauteur de personnage, tu peux te poser la question. Mais le mec en prison dit il dépense plus d'argent pour me mettre en prison que pour me nourrir, ça dénonce le système. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est dénoncer le système. On dénonce. C'est une série qui est contre le système. Hein, je l'ai dit dès le début du live. Je sais plus si je l'ai dit à partir du moment où on a commencé le live pro d'Ardeville ou si je l'avais dit dans le talk, mais je le redis. C'est une série qui est contre le système. Matt Murdock se rend compte qu'il lutte contre le système. Il lutte contre les policiers qui sont véreux. Il lutte contre l'injustice. Quand on dit que la justice est aveugle, bah, d'autant plus. Il lutte pour des restrictions, un peu de peine, etc. Parce qu'on se rend compte que ce mec-là, même s'il a un casier judiciaire, il n'a pas fait grand-chose de mal. Et c'est encore plus terrible quand tu te rends compte du pourquoi et du fait que le mec a tout perdu. Et c'est une dénonciation du système. Et c'est bien de le dénoncer comme ça. Ouais, ouais, c'est fort, hein. C'est fort. C'est très très bien. C'est très très bien. Et t'as évidemment. Alors lui, je l'attends avec impatience. Juste avant de parler de Muse, seul petit bémol de l'épisode, je trouve que pour un mec qui s'est tant battu pour sortir Hector de prison, c'est un peu balayé rapidement quand même la mort de White Tiger. Je trouve que elle est balayée beaucoup trop vite. Genre, bah, il est mort. Le seul truc que dit le légiste, c'est je suis désolé. Oui, oui, moi aussi. Bon, parlez-moi un petit peu de ce qui lui est passé. C'est un peu rapide, je trouve. Par contre, point qui a un minimum positif derrière, l'introduction de la nièce de White Tiger, qui sera très probablement White Tiger par la suite, on intronise un petit peu ce qui, je pense, enfin on intronise, les deux vont, si on parle à l'américaine, le futur White Tiger, ou la future White Tiger, j'imagine. Donc c'est la future. Donc ça me choque pas, hein, puisque je crois que dans les comics c'est la même chose, c'est la future White Tiger. Donc on introduise directement sa nièce en étant la future White Tiger, c'est très bien. Ça c'est une bonne introduction. Je trouve simplement que oui, effectivement, on n'a pas assez de séquences fortes sur la chute de Matt Murdock, à voir justement que son client est mort quasiment dans la foulée de son de son de sa non condamnation. Non, c'est pas sa fille, c'est sa nièce. Elle l'appelle Tio à un moment donné dans l'épisode. C'est sa nièce qui vient pour le voir. Elle fait le focus et puis bon bah malheureusement elle n'est pas capable de pouvoir le voir. Parce qu'il doit pas en rester grand chose de toute façon. Enfin en tout cas au niveau visage. Et ben, à bout portant. Mais ça introduit la suite. Muse est introduit aussi, début d'épisode, juste avant le générique, fin d'épisode, très 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 glauque, hein, des mecs qui sont pendus littéralement à des crochets, on a l'impression qu'ils pompent le sang d'un type qui ramène comme ça. Alors le mec il parle pas, il a un masque dégueulasse, du sang qui dégouline des yeux. Je sais pas exactement qui est Muse, je n'ai aucune référence de ce personnage quant aux comics, etc. Par contre, force est de constater que c'est très très intéressant sur ce que ça va nous donner par la suite. Parce que alors lui, pour le coup, on peut potentiellement avoir des rumeurs ou autres sur lui, mais qui est ce personnage? Qui se cache derrière le masque? Pourquoi fait-il ça? Et quel va être son rôle dans la suite des événements? Très curieux. Très curieux. J'avais peur qu'il utilise de la peinture, mais non, il utilise bien du sang pour peindre. Ouais, c'est... oui, ça, oui, on le voit dans le truc.
Moyen, ils sont en saison 2. Ah, ben il est déjà acté, hein. Muse, il a déjà été confirmé pour être dans la saison 2. Donc là, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ce sera comme introduction. Mais alors, entre Poindexter, qui va très probablement revenir, plus, plus Muse, plus tous les autres personnages qu'on va avoir à observer, etc., par la suite, là, ça risque, ouais, ça risque de faire un bon petit paquet de monde, hein. Ça va faire un petit paquet de monde. Et c'est très glauque. Alors là, en termes d'univers, on tombe. Je vais vous dire un truc. Et honnêtement, c'est une très bonne chose. Enfin, je veux dire, c'est un très beau compliment. On dirait du The Batman. C'est typiquement le genre de personnage ou le genre de photographie, de mise en scène, etc., qui me fait penser à l'univers The Batman de Matt Reeves ou le Pingouin. Et c'est un super compliment. C'est-à-dire que ce personnage-là, tu le mets du côté du Pingouin ou de The Batman, il a sa place. Quand on voit là, ce que je pense, moi, de The Batman. Theory Time, pour poursuivre sur son art, il va s'attaquer à tout ce qui entoure Vigilante, c'est lui, tous les graffitis qu'on voit dans la série. Il va finir par tuer à la fois la psychologue, mais aussi Vanessa, ce qui va plus ou moins faire travailler Fisk et Matt ensemble contre un justicier. Ah, donc toi, tu vois pas Fisk vriller dans le négatif, mais Fisk peut-être aider Daredevil à affronter Muse. Alors, dans ce cas-là, quid du Punisher. Parce que le Punisher, finalement, la prochaine victime de Muse, c'est Karen Page. Vous l'aurez vu ici en premier. La prochaine victime de Muse, c'est Karen Page. Tuée ou prise en otage. Voilà pourquoi Matt Murdock va chercher le Punisher. Parce qu'à un moment donné, il sait très bien que le Punisher, il y a eu quelque chose, et qu'un... non, ça, voilà. Tu fais le taf. Donc Muse prend en otage Karen Page, ça fait chier Daredevil, ça fait chier le Punisher, et les deux sont en coalition. Avec Fisk, pourquoi pas? Puisque Vanessa pourrait être l'une des... voilà. Mais moi, je vois plus Karen. Après, ça peut être Vanessa, avec Fisk qui s'associe, ou le Punisher. Parce que, en fait, le Punisher, je vois pas ce qui le pousse à remettre le costume. Là, maintenant, tout de suite, étant donné qu'on n'a pas vraiment d'antagoniste contre qui on travaille, bon, Daredevil, il a ses problèmes, etc., mais Fisk a pas encore fait un truc désastreux qui fait qu'ils doivent remettre le costume de Daredevil pour l'affronter. Je vois pas, là, actuellement, au nom de quoi le Punisher reprendrait du service. Pourquoi il la prendrait en otage? Bah, parce que c'est un fou furieux. Bah, il prend Karen Page en otage, ou alors il veut la buter, et on s'en rend compte parce que bah, il a choisi dans la rue, comme les autres, là, qui ont l'air d'être des inconnus notoires, parce que le mec est fou. Possiblement, je sais pas. Moi, j'avais même, tu sais, moi, Preach, j'avais même deux rumeurs, enfin, deux théories euh, sur Karen Page, puisqu'on voit qu'elle aura les cheveux rouges et qu'elle a changé de coupe de cheveux dans la saison 2. Est-ce que ce serait un flashback de ce qui s'est passé pendant les 7 ans qu'on n'a pas vu, dans un épisode où on reverrait Foggy, par exemple, où c'est des flashbacks et où il tourne des séquences flashbacks, ce qui fait que Karen, on la reverrait peut-être pas. Ou est-ce que du coup, Karen, elle est partie un peu en mode investigatrice solitaire et que bah, elle se retrouve à faire une investigation qui la repousserait à justement être en contact avec Matt. Ça, je parle pour la saison 2. On sait jamais. On sait jamais. Ça peut être l'un ou l'autre. Donc ça veut dire que peut-être que Karen Page, bah, Muse, et ça ferait revenir le Punisher. Je dis, c'est plein de, on parle tout haut là, c'est plein de théories. Le fait est que je ne vois pas pourquoi le Punisher reviendrait et remettrait le costume parce que on n'a dressé aucun antagoniste pour l'instant véritable. Après, lui, c'est un cinglé, hein. Donc lui, on va être face à un mec, un fou furieux, hein. À voir qui se cache derrière, à voir ce qu'ils vont faire aussi de Poindexter. Il peut y avoir plein de configurations différentes. Attends, je suis en train de me dire. Ah si, peut-être que je peux le voir par rapport à là. Euh... Ah merde. Tac tac.
Ah, vous le verrez un peu en avance. Vous le verrez un peu en avance. Vu les photos de tournage de la saison 2, on dirait plutôt qu'ils sont en cavale. Ouais, ça peut aussi. Ça peut aussi, une investigation ou une cavale, ou alors des flashbacks. Il pouvait très bien, peut-être potentiellement, enfin, une cavale, je vois pas pourquoi Matt Murdock serait en cavale, mais c'est vrai qu'il y a plein d'options. Il y a plein d'options possibles. Donc, donc bon, on verra, on verra bien, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai bien hâte de voir. Je sais pas exactement ce qui va en être, mais j'ai hâte, en tout cas, d'en savoir plus. Bon, messieurs, dames, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir été là. On a été plus de 60, on a fait une pique à plus de 70. Hein, donc, c'est que John Berntal, ça marche bien. C'est plutôt propre. Rendez-vous demain. Non, oui, si, bien sûr. Rendez-vous demain pour Last of Us, pour ceux qui sont sur Twitch. Et si vous êtes sur YouTube et que vous n'êtes pas au courant, on refait Last of Us 2. C'est tout simplement culte et incroyable. Donc, rendez-vous demain soir pour la suite de Last of Us 2. Rendez-vous la semaine prochaine pour les épisodes 5 et 6 de Daredevil Born Again. C'était grand. C'était très grand. J'ai hâte de voir la suite. Qui aurait pu dire ça il y a quelques mois? J'ai envie de baiser.